À un moment de calme dans l'âge adulte, lorsque le tumulte extérieur s'estompe un instant, on découvre souvent un malaise difficile à nommer, le sentiment de vivre en deçà de son plein potentiel, de réagir plutôt que d'agir, de survivre plutôt que de créer. Il ne s'agit pas d'une crise visible ni d'un effondrement dramatique, mais d'une tension constante entre ce que l'on est et ce que l'on sait intuitivement pouvoir devenir. C'est précisément dans cet espace intérieur que réside la profonde pertinence de Astérisque réveiller le géant qui est en vous Astérisque de Tony Robbins, non pas comme un simple livre de développement personnel, mais comme un appel à reprendre consciemment le contrôle de sa vie. Le récit s'ouvre sur la reconnaissance d'une lutte universelle, des personnes intelligentes, compétentes et bien intentionnées, prisonnières de schémas inconscients, d'habitudes automatiques, de décisions prises par peur, par inertie ou par confort, répétant des cycles émotionnels et financiers qu'elles n'ont pas choisis, et se demandant pourquoi, malgré leurs efforts, les résultats restent inchangés. Le monde moderne amplifie ce décalage, une profusion d'informations, une pénurie de repères, une stimulation constante, une clarté minimale, un succès extérieur sans satisfaction intérieure. Dans ce contexte, le message central du livre résonne avec une urgence renouvelée, le véritable pouvoir ne provient ni des circonstances, ni de l'argent, ni du talent, ni de la chance, mais de la capacité à décider consciemment du sens des choses, de nos réactions émotionnelles et des actions que nous entreprenons avec constance. Robbins ne s'adresse pas au lecteur depuis un piédestal académique, mais avec une compréhension viscérale du comportement humain, nous rappelant que chaque vie, sans exception, est guidée par des forces internes fonctionnant comme un pilote automatique, et que l'éveil du géant qui sommeille en nous implique d'apprendre à identifier, questionner et remodeler ces forces. Cette introduction ne promet ni solution miracle ni optimisme béat, elle propose une démarche plus exigeante et, par conséquent, plus libératrice, assumer pleinement la responsabilité de la qualité de son expérience de vie. Ce livre revêt une importance particulière aujourd'hui, car le contexte historique l'exige, à une époque où beaucoup ont le sentiment d'avoir perdu le contrôle de leur temps, de leur attention, de leurs émotions, de leurs finances, l'idée que le pouvoir personnel puisse se développer comme un muscle est profondément subversive. Le récit se déploie comme une lentille cinématographique, se concentrant sur le quotidien, les petites décisions prises machinalement, les monologues intérieurs répétés à l'infini, les émotions tolérées comme une fatalité. Il révèle comment, dans l'apparente insignifiance, se forge le destin. Réveiller le géant qui est en vous ne vous invite pas à devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt à vous souvenir de qui vous êtes lorsque vous agissez par intention plutôt que par réaction, par valeur plutôt que par impulsion, par vision plutôt que par peur. Cette introduction pose les bases émotionnelles et intellectuelles d'un voyage qui ne vise pas d'abord à changer le monde extérieur, mais à reconquérir sa souveraineté intérieure. Car ce n'est que lorsqu'une personne prend conscience de son pouvoir de décider, d'interpréter et d'agir avec un but précis qu'elle commence véritablement à vivre une vie choisie, et non une vie subie. La première leçon majeure qui se dégage de « réveiller le géant qui est en vous » est une vérité aussi simple qu'inconfortable, ce ne sont ni le talent, ni l'intelligence, ni les expériences passées qui déterminent le destin d'une personne, mais la qualité et la cohérence de ses décisions, en particulier celles prises à l'abri des regards et lorsque l'instinct naturel serait de procrastiner. Tony Robbins présente la prise de décision non comme une pensée fugace ou une simple préférence, mais comme un acte de force intérieure qui exclut les possibilités, trace une direction et active des ressources inexploitées. Dans la plupart des vies, les décisions importantes ne sont jamais vraiment prises, elles sont reportées, diluées ou inconsciemment déléguées à l'habitude, à la peur ou à la pression sociale, et cette absence de fermeté engendre une illusion dangereuse, le sentiment d'avancer alors qu'en réalité, on tourne en rond. Le narrateur observe comment les êtres humains confondent intention et engagement, désir et détermination, espoir et action, et comment cette confusion silencieuse engendre des années de résultats médiocres. Robbins insiste sur le fait que dès l'instant où une personne prend une véritable décision, avec une clarté émotionnelle et une conviction absolue, un changement profond s'opère dans sa physiologie, son attention et son comportement, le corps s'harmonise, l'esprit devient sélectif et l'environnement réagit différemment, non par magie, mais parce que la décision redéfinit ce qui est toléré, ce qui est recherché et ce qui est rejeté. Cette leçon révèle que nombre de personnes n'échouent pas par manque de capacité, mais plutôt par manque de choix décisif, elles ne décident pas de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles ne toléreront plus, ni de qui elles doivent devenir pour atteindre le résultat qu'elles prétendent désirer. Le récit va plus loin, montrant comment chaque décision, même les plus insignifiantes en apparence, se lever tôt ou non, parler ou se taire, épargner ou dépenser, faire du sport ou procrastiner fonctionne comme un vote silencieux en faveur du mode de vie que l'on construit, et comment ces votes,
accumulées jour après jour, façonnent finalement une identité. Robbins déconstruit l'idée que le changement survient progressivement par inspiration spontanée. Il explique que le véritable changement commence souvent par un choix décisif qui redéfinit ses propres normes, car c'est la norme, et non le désir, qui détermine les comportements à long terme. Lorsqu'une personne décide de ne plus accepter un certain niveau de souffrance émotionnelle, financière ou physique, et qu'elle le fait avec suffisamment de détermination, elle commence à chercher de nouvelles stratégies, de nouvelles références, de nouvelles actions, avant même de se sentir prête. La décision précède la confiance, et non l'inverse. Cette leçon met en lumière une distinction cruciale: les personnes qui réussissent ne prennent pas de décisions parfaites, elles prennent des décisions et les mettent en œuvre. Elles comprennent que l'indécision consomme plus d'énergie que l'erreur et qu'une clarté imparfaite vaut mieux qu'une confusion prolongée. Le récit prend une tournure presque clinique lorsqu'il observe comment la plupart des gens vivent prisonniers de décisions inconscientes héritées du passé ou des décisions concernant ce qu'ils méritent, ce qui est possible, ce qu'ils peuvent gagner ou aimer aux prises dans des moments de douleur, d'ignorance ou de peur, et jamais réévaluées, régnant ainsi sur des décennies entières dans l'ombre. Réveiller le géant qui sommeille en nous signifie, à ce stade, prendre conscience de ce système occulte et reconquérir le droit de décider à nouveau, fort de sa maturité, de ses connaissances et de ses intentions. Robbins souligne qu'une véritable décision n'est ni conditionnelle ni fragile, elle ne dépend ni de l'humeur ni des circonstances extérieures, mais perdure même lorsque l'émotion initiale s'estompe, car elle est ancrée dans des valeurs et une vision qui transcendent le malaise passager. Le narrateur décrit comment, en décidant, une personne envoie un signal clair à son esprit: cette décision est non négociable, et comment ce signal réorganise les priorités, élimine les distractions et renforce la discipline. Cette leçon ne romantise pas la prise de décision comme un acte héroïque isolé, mais la présente plutôt comme une pratique continue de leadership personnel, où l'engagement à agir conformément à la décision est renouvelé quotidiennement, même lorsqu'il serait plus facile d'abandonner. Derrière cela se cache un avertissement puissant: si une personne ne choisit pas consciemment sa voie, quelqu'un d'autre, la culture, l'environnement, le passé décidera pour elle, sans tenir compte de son plein potentiel. Ainsi, le pouvoir de la décision se révèle comme le tournant décisif entre une vie subie et une vie construite avec intention, nous rappelant que le moment le plus important n'est pas celui où tout est clair, mais celui où l'on décide d'avancer même sans garantie, car c'est dans cet acte que le potentiel qui sommeille en nous commence enfin à se révéler. La deuxième leçon fondamentale explore un territoire invisible mais crucial: le système de croyances qui gouverne silencieusement chaque aspect de la vie humaine. Tony Robbins le présente non comme une théorie abstraite, mais comme le filtre principal à travers lequel la réalité est interprétée, les émotions vécues et les actions choisies. Le narrateur observe comment deux personnes peuvent vivre le même événement et en tirer des conclusions opposées, non pas à cause de ce qui s'est réellement passé, mais à cause de leurs croyances, révélant ainsi que l'expérience humaine n'est pas déterminée par les faits, mais par le sens qu'on leur attribue. Robbins explique que les croyances fonctionnent comme des injonctions internes, des instructions automatiques qui indiquent à l'esprit ce qui est possible, ce qui est dangereux, ce qui mérite notre attention et ce qu'il faut éviter. Nombre de ces croyances n'ont pas été choisies consciemment, mais assimilées durant l'enfance, renforcées par l'environnement et consolidées par des expériences émotionnelles intenses. Le récit prend une dimension quasi archéologique en explorant les méandres de la psyché humaine, révélant comment une croyance en apparence anodine: l'argent est difficile à gagner, je suis nul en affaires, les relations finissent toujours mal, je suis instable, peut se révéler plus handicapante que n'importe quel obstacle extérieur. En effet, elle agit comme une prophétie auto-entretenue, guidant décisions, comportements et attentes sans jamais être remise en question. Robbins ne diabolise pas les croyances, reconnaissant qu'elles peuvent aussi être une source de force extraordinaire. Une croyance forte peut engendrer résilience, créativité et courage dans des circonstances où la logique dicterait l'abandon. C'est pourquoi le livre ne préconise pas l'élimination des croyances, mais plutôt leur examen, leur remise en cause et leur redéfinition délibérée. Le narrateur explique comment les croyances sont renforcées par deux forces principales: l'expérience et les références. Il explique comment une seule expérience émotionnellement intense peut ancrer une croyance qui influencera des années de comportement, tandis que de nouvelles références, histoires, modèles, leçons apprises peuvent affaiblir les croyances anciennes si elles sont introduites avec suffisamment d'intensité. Cette leçon révèle que beaucoup de personnes sont prisonnières non pas d'un manque d'opportunités, mais d'un système de croyances obsolètes, inadapté à leur situation actuelle, un système conçu pour les protéger autrefois, mais qui les limite aujourd'hui.
Robbins introduit l'idée que changer une croyance exige plus que de la pensée positive, cela requiert un processus conscient combinant questionnement intellectuel, preuve contraire et une charge émotionnelle qui rend la nouvelle croyance plus crédible que l'ancienne. Le narrateur souligne que l'esprit humain ne fait pas la distinction entre une croyance vraie et une croyance utile, toutes deux produisent des résultats concrets, et la question essentielle n'est donc pas de savoir si une croyance est absolument vraie, mais si elle est source d'épanouissement ou de handicap. Une tension profonde se déploie tout au long de cette leçon, le confort psychologique de s'accrocher à ce qui nous est familier face à la douleur initiale de remettre en question ce qui a façonné notre identité pendant des années. Ce texte montre comment l'éveil de son potentiel intérieur implique d'accepter un inconfort temporaire en échange d'une liberté durable. Robbins souligne que nos croyances déterminent notre concentration, et que notre concentration détermine notre expérience émotionnelle. Une personne qui perçoit les problèmes comme des punitions ressentira de l'anxiété, tandis qu'une personne qui les perçoit comme des défis éprouvera de la curiosité et de la détermination, même face à une même situation. Le narrateur décrit des scènes intérieures où le dialogue intérieur devient tantôt juge, tantôt allié, selon le système de croyance actif, et comment ce dialogue, répété des milliers de fois, finit par solidifier une vision de la réalité, limitée ou élargie. Cette leçon remet également en question une illusion dangereuse, l'idée que les croyances sont des faits immuables, alors qu'en réalité, ce sont des interprétations entretenues par la répétition et l'émotion, et qui peuvent être remplacées par d'autres, plus en phase avec nos valeurs et nos objectifs actuels. Robbins propose que l'une des décisions les plus importantes qu'une personne puisse prendre est de choisir consciemment ce qu'elle croit sur elle-même, sur l'argent, sur l'amour, sur l'effort et sur l'avenir, car ces croyances agissent comme un système d'exploitation invisible qui détermine quelles actions paraissent possibles ou impossibles. En fin de compte, cette leçon nous rappelle que nous ne vivons pas la vie telle qu'elle est, mais telle que nous la croyons, et qu'en changeant notre système de croyances, nous modifions non seulement notre perception, mais aussi la trajectoire entière de notre existence, permettant au géant intérieur de cesser de lutter contre des limites imaginaires et de commencer à agir avec la force d'une conviction choisie, et non héritée. La troisième leçon fondamentale explore le mécanisme le plus primitif et, simultanément, le plus influent du comportement humain, la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur, une force invisible qui, selon Tony Robbins, oriente nos décisions financières, nos relations, nos habitudes et même nos destins, sans aucun recours à la logique. Le narrateur explique comment, bien que les individus croient agir rationnellement, ils sont en réalité guidés par des associations émotionnelles profondément ancrées qui déterminent quelles actions leur paraissent attrayantes et lesquelles leur sont insupportables. De ce point de vue, les êtres humains ne poursuivent pas ce qu'ils savent être juste, mais plutôt ce qu'ils associent à un plaisir plus immédiat ou à une douleur perçue comme moindre, même lorsque cette association est erronée ou autodestructrice. Robbins révèle que le problème ne réside pas dans le désir de plaisir ou l'évitement de la douleur, mais plutôt dans le conditionnement du système nerveux à trouver du plaisir dans des comportements néfastes, la procrastination, les dépenses incontrôlées, l'évitement des conversations difficiles, et de la douleur dans des actions valorisantes, la discipline, l'honnêteté radicale, la constance, créant ainsi un conflit intérieur où le court terme l'emporte sans cesse sur le long terme. Le récit devient introspectif, révélant comment nombre de personnes affirment vouloir changer, mais que leur corps résiste car, sur le plan émotionnel, le changement est associé à la douleur, échec passé, effort, malaise, risque de rejet, tandis que le statu quo est lié à un plaisir familier, quoique limité. Robbins ne porte aucun jugement sur ce schéma, il l'explique avec une précision chirurgicale, nous rappelant que le cerveau est programmé pour protéger, non pour réaliser des rêves, et que c'est pourquoi il recherche le familier même lorsque celui-ci fait mal. Cette leçon introduit une idée transformatrice, les comportements changent durablement lorsque les associations entre douleur et plaisir sont reprogrammées, lorsqu'une personne apprend à lier la douleur immédiate à des habitudes destructrices et le plaisir profond à des actions en accord avec sa vision et ses valeurs. Le narrateur explique que cette reprogrammation ne s'opère pas par la seule force des mots, mais par l'intensité émotionnelle, la répétition consciente et des décisions concrétisées par l'action, car le système nerveux apprend plus vite qu'il ne comprend. Robbins démontre que les personnes qui réussissent n'ont pas moins de tentations ni moins de peur, ils ont simplement conditionné leur esprit à associer davantage de douleur à l'inaction qu'à l'effort, et davantage de plaisir à la progression qu'au confort. Le récit dépeint des scènes intérieures où une personne, au bord du désespoir, se souvient pourquoi l'immobilisme est plus douloureux que l'avancée, et que la lucidité émotionnelle fait pencher la balance du côté du changement. Cette leçon révèle aussi comment la douleur peut être une alliée lorsqu'elle est correctement interprétée. La douleur n'est pas une punition, mais un signal,
un système de rétroaction indiquant qu'un élément nécessite une attention particulière ou un ajustement, et lorsqu'elle est systématiquement évitée, l'opportunité d'apprendre et d'évoluer est perdue. Robbins souligne que de nombreuses vies sont freinées non pas par un excès de douleur, mais par la peur de la douleur, une peur amplifiée par des associations passées qui ne correspondent plus à la réalité actuelle. Le narrateur explore comment la culture moderne a réduit la tolérance à l'inconfort, favorisant les solutions rapides et les distractions constantes, affaiblissant ainsi la capacité d'associer le plaisir à un effort soutenu et le sens à un inconfort temporaire. Dans ce contexte, réveiller le géant intérieur implique de réapprendre à utiliser la douleur comme carburant et le plaisir comme guide, plutôt que de laisser les deux agir inconsciemment. Robbins propose que chacun examine honnêtement les comportements qu'il renforce par le plaisir et ceux qu'il punit par la douleur, car c'est là que réside la racine de presque tous les schémas répétitifs. La leçon se poursuit en montrant qu'un changement durable survient lorsqu'une personne crée des rituels émotionnels qui renforcent de nouvelles associations, célébrer la discipline, éprouver de la fierté à tenir ses engagements, ressentir de la satisfaction à dire non à ceux qui nous sabotent, et, simultanément, associer des conséquences négatives claires et immédiates à l'inaction. Le narrateur adopte un ton presque documentaire lorsqu'il explique qu'il ne s'agit pas de se priver de plaisir, mais de rehausser le niveau de ce qui est considéré comme plaisant, de passer de la gratification instantanée à un épanouissement profond. Robbins nous rappelle que le plaisir superficiel est bruyant mais éphémère, tandis que le plaisir de la croissance est discret mais durable, et que cultiver cette distinction est l'une des compétences les plus importantes pour une vie épanouie. À la fin de cette leçon, il devient clair que le géant intérieur ne s'éveille pas par une inspiration passagère, mais lorsque le système émotionnel est rééduqué pour servir la vision consciente de l'individu, permettant à la douleur et au plaisir de cesser d'être des forces qui contrôlent depuis l'ombre et de devenir des outils délibérés pour diriger une vie avec but, puissance et cohérence. La quatrième leçon fondamentale explore le cœur même du changement humain, l'identité, ce récit intérieur silencieux qui répond à la question « Qui suis-je ?» et qui, selon Tony Robbins, influence le comportement plus puissamment que n'importe quel objectif, habitude ou circonstance extérieure. Le narrateur explique que les gens n'agissent pas selon leurs désirs, mais plutôt selon ce qu'ils croient être, et que chaque action soutenue est l'expression directe de l'identité acceptée, consciemment ou inconsciemment. Dans cette perspective, tenter de changer ses habitudes sans redéfinir son identité revient à essayer de modifier le cours d'une rivière sans en déplacer la source, l'effort peut être présent, mais le courant finit toujours par revenir à son lit initial. Robbins révèle que de nombreuses identités se forgent tôt, lors de moments chargés d'émotions, à partir d'étiquettes, d'échecs, de comparaisons ou de décisions prises sous le coup de la souffrance, et se solidifient ensuite par un dialogue intérieur répété pendant des années « Je suis comme ça »,« Je ne suis pas ce genre de personne »,« Je ne finis jamais ce que je commence »,« Je suis nul », avec l'argent, des affirmations qui semblent des descriptions objectives alors qu'il s'agit en réalité de conclusions temporaires transformées en règles immuables. Le récit prend une tournure introspective, montrant comment l'identité agit comme un gardien invisible, préservant la cohérence interne, même lorsqu'une personne souhaite s'améliorer, son système interne résiste à toute action qui contredit l'identité établie, non par malice, mais par besoin de cohérence. Robbins souligne que le véritable changement commence lorsque l'identité s'élève, lorsqu'une personne cesse de dire « je veux faire ça » et commence à dire « voilà le genre de personne que je suis », car à ce moment-là, le comportement cesse d'être une lutte et devient une expression naturelle. Le narrateur explique comment les identités fortes ne reposent pas sur des résultats extérieurs éphémères, mais sur des valeurs et des principes intérieurs, non pas « je réussis quand je gagne », mais « je suis une personne qui agit avec discipline et courage, quel que soit le résultat ». Cette leçon révèle que beaucoup vivent prisonniers d'identités étriquées qui les protégeaient autrefois, mais qui les limitent désormais, et que l'éveil du potentiel qui sommeille en chacun de nous implique de remettre en question ces vieux schémas avec une honnêteté radicale. Robbins introduit l'idée que l'identité peut être délibérément redéfinie par des décisions conscientes, des rituels et un langage spécifique, et que chaque action répétée est un vote en faveur de la personne que l'on construit. Le récit prend une dimension presque cérémonielle en montrant comment l'adoption d'une nouvelle identité exige un engagement émotionnel, car elle implique de se défaire des anciennes versions de soi-même, avec leurs excuses, leurs certitudes et leurs zones de confort. Le narrateur souligne que l'esprit recherche des preuves pour confirmer son identité, et que les petits gestes alignés sur cette nouvelle définition de soi ont un impact considérable, car ils génèrent des preuves internes qui renforcent le changement. Robbins souligne que les personnes les plus influentes ne possèdent pas nécessairement plus de compétences, mais plutôt une identité plus forte et plus affirmée, elles savent qui elles sont et,
par conséquent, savent quelle décision prendre même face à l'incertitude. Cette leçon déconstruit également l'idée que l'identité est figée, elle la présente comme une construction dynamique qui peut évoluer consciemment si on lui en accorde l'attention et l'énergie. Le narrateur explore comment la société, la famille et la culture tentent constamment d'imposer des identités préfabriquées, et comment l'acceptation inconditionnelle de ces définitions conduit à des vies vécues par défaut. Dans ce contexte, réveiller son potentiel intérieur signifie reconquérir le droit souverain de se définir soi-même, non pas à partir du passé, mais à partir d'une vision de l'avenir souhaité. Robbins insiste sur le fait que lorsqu'une personne décide qui elle va devenir, avant même d'obtenir des résultats, une énergie différente se libère, les excuses perdent leur pouvoir, la discipline devient une seconde nature et la résilience se renforce, car on n'agit plus pour obtenir quelque chose, mais pour être en accord avec soi-même. Le narrateur adopte un ton introspectif, nous rappelant que l'identité ne se forge pas par de vaines déclarations, mais par des exigences élevées et des actions constantes, répétées jusqu'à ce que le nouveau récit devienne crédible. Au terme de cette leçon, il apparaît clairement que l'identité est l'axe autour duquel gravite le destin, et qu'en choisissant consciemment qui l'on veut être non pas demain, non pas quand tout sera facile, mais maintenant le géant intérieur cesse de demander la permission et commence à s'exprimer avec une force tranquille, constante et profondément transformatrice. La 5e leçon fondamentale met en lumière l'une des forces les plus sous-estimées, et pourtant les plus déterminantes, de l'expérience humaine, le dialogue intérieur et la qualité des questions que l'on se pose au quotidien. Comme l'affirme Tony Robbins, la vie réagit moins aux événements qu'aux questions que l'esprit se pose à leur sujet. Le narrateur révèle comment ce dialogue intérieur fonctionne comme un compteur invisible, interprétant la réalité en temps réel et colorant chaque situation de signification qui génère des émotions, des décisions et des actions automatiques. La plupart des gens ne choisissent pas consciemment ce langage, ils l'héritent, l'imitent et le répètent jusqu'à ce qu'il devienne une voix familière qui semble objective, alors qu'en réalité, il s'agit d'une construction façonnée par la répétition. Robbins explique que les mots utilisés intérieurement ne se contentent pas de décrire l'expérience, ils la créent aussi, car le système nerveux réagit davantage à l'interprétation linguistique qu'à l'événement lui-même. Ainsi, une même situation peut être vécue comme une tragédie ou un défi selon le vocabulaire intérieur disponible. Le récit explore comment des phrases en apparence anodines telles que « c'est terrible »,« je n'y arrive pas »,« ça m'arrive toujours » génèrent des réactions physiologiques de stress, de repli sur soi et d'épuisement, tandis qu'un langage plus précis et valorisant ouvre la voie au calme, à la curiosité et à l'action. Robbins ne prône ni un optimisme naïf ni le déni de la difficulté, mais plutôt un affinement du langage pour décrire la réalité sans amplifier inutilement la souffrance, remplacer « ça me détruit » par « c'est un défi intense », ne fait pas disparaître le problème, mais transforme l'énergie avec laquelle on l'affronte. Le narrateur observe que le langage intérieur définit la gamme émotionnelle disponible et qu'une personne ayant un vocabulaire émotionnel limité vit une vie émotionnelle restreinte, réagissant avec les mêmes émotions de base à des stimuli complexes. Cette leçon introduit un outil puissant, les questions. Car l'esprit humain est conçu pour chercher des réponses, et les questions agissent comme des injonctions qui orientent notre attention. Quand quelqu'un demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», l'esprit trouve des raisons de se victimiser, mais quand il demande « Qu'est-ce que je peux en tirer ?», il cherche des réponses. Ou encore « Comment puis-je utiliser cela ?» L'esprit recherche des solutions, du sens et un développement personnel. Robbins souligne que la qualité de vie est directement proportionnelle à la qualité des questions que nous nous posons régulièrement, et que nombre de personnes sont piégées non pas par un manque de réponses, mais par des questions mal formulées qui engendrent des états émotionnels paralysants. Le narrateur décrit comment, dans les moments de crise, l'esprit a tendance à poser des questions fermées et absolues qui renforcent le sentiment d'impuissance, tandis que les personnes formées à ce principe formulent des questions ouvertes, orientées vers l'action et tournées vers l'avenir. Cette leçon révèle que le langage intérieur définit aussi l'identité, dire « je suis une personne anxieuse » est très différent de dire « je ressens de l'anxiété », et cette différence sémantique crée une distance, la possibilité de choisir et de maîtriser ses émotions. Robbins montre que les mots ne se contentent pas de communiquer, ils conditionnent aussi, et qu'une modification constante du langage intérieur peut produire des changements émotionnels profonds avant même que les circonstances extérieures ne changent. Le narrateur adopte un ton presque pédagogique lorsqu'il explique que l'entraînement du dialogue intérieur exige une attention consciente, car l'esprit a tendance à retomber dans ses vieux schémas sous l'effet du stress. Il est donc crucial de s'exercer à se poser des questions constructives, même dans les moments les plus anodins,
afin de les avoir à portée de main quand on en a le plus besoin. Cette leçon aborde également la façon dont le dialogue intérieur peut être source de cruauté silencieuse. Nombreuses sont les personnes qui se parlent d'une manière qu'elles ne toléreraient jamais de la part d'autrui, érodant progressivement mais sûrement leur estime de soi et leur motivation. Robbins propose de remplacer cette voix intérieure critique par un coach exigeant mais constructif, quelqu'un qui confronte sans humilier et qui motive sans tromper. Le narrateur explique comment, en modifiant ces questions habituelles de « qu'est-ce qui me manque ?» à « qu'est-ce que je possède déjà et comment puis-je l'utiliser ?» L'attention se change, et avec elle, les émotions et les actions qui en découlent. Cette leçon ne promet pas d'éliminer la douleur ou l'incertitude, mais plutôt d'offrir un outil pour les appréhender avec plus de clarté et de force. Finalement, il apparaît clairement que réveiller le géant intérieur implique de prendre la responsabilité du langage avec lequel la vie est interprétée, car celui qui contrôle les questions contrôle l'attention, et celui qui contrôle l'attention contrôle l'expérience, permettant ainsi à l'esprit de cesser d'être un obstacle automatique et de devenir un allié conscient dans la construction d'une vie pleine de sens, de résilience et de direction. La 6e leçon fondamentale élève le débat au domaine où la qualité de chaque expérience se décide en temps réel, la maîtrise émotionnelle et le contrôle de son état intérieur. Car, comme l'affirme Tony Robbins, ce ne sont pas les événements qui déterminent le destin, mais plutôt l'état émotionnel à partir duquel ils sont interprétés et vécus. Le narrateur illustre comment deux personnes disposant des mêmes ressources peuvent obtenir des résultats radicalement différents simplement parce qu'elles fonctionnent à partir d'états intérieurs différents, l'une dominée par la peur, la frustration ou l'apathie, et l'autre animée par la détermination, la curiosité ou la certitude. Robbins définit l'état intérieur comme la combinaison de la physiologie, de la concentration et du sens, et montre que ceux qui apprennent à influencer consciemment ces trois éléments acquièrent un avantage décisif dans la vie, car ils cessent d'être otages de leurs émotions réactives et deviennent les architectes de leur expérience intérieure. Le récit prend une dimension presque cinématographique lorsqu'il observe comment, dans les moments de pression, la plupart des gens entrent dans des états limitants automatiques, le corps se tend, la respiration devient superficielle, la concentration se focalise sur le négatif et le sens attribué renforce le sentiment d'impuissance. Dans cet état, même les décisions les plus simples paraissent insurmontables. Robbins ne présente pas les émotions comme des ennemis, mais comme de puissants signaux qui nous informent sur nos besoins, nos valeurs et nos attentes. Il nous avertit cependant que, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées consciemment, elles règnent en coulisses. Cette leçon révèle que la maîtrise émotionnelle ne consiste pas à refouler ses sentiments, mais à les diriger, les canaliser et les utiliser stratégiquement, en comprenant que chaque émotion a une fonction, mais qu'aucune ne doit exercer un contrôle absolu. Le narrateur explique comment la physiologie aux postures, respiration, mouvement agit comme un interrupteur immédiat sur notre état interne, modifier son corps modifie l'émotion, avant même de modifier sa pensée, et c'est pourquoi les personnes performantes n'attendent pas de se sentir bien pour agir, elles agissent de manière à générer un état de puissance. Robbins souligne que la concentration est tout aussi cruciale, tout ce sur quoi on porte son attention est amplifié émotionnellement, et un esprit entraîné sait comment rediriger l'attention de la plainte vers la possibilité, du problème vers la solution, même lorsque le problème persiste. Le récit explore le 3e élément, le sens, montrant comment la réinterprétation d'une expérience peut transformer radicalement l'émotion associée. L'échec peut être vécu comme une humiliation ou comme un retour d'information, et ce choix d'interprétation détermine si l'énergie qui en résulte sera paralysante ou mobilisatrice. Cette leçon remet en question une croyance répandue, celle que les émotions surviennent simplement et qu'il faut les tolérer. Robbins déconstruit cette idée en montrant que les émotions sont des schémas acquis qui peuvent être désappris et remplacés par une pratique consciente. Le narrateur décrit comment les personnes qui maîtrisent leur état intérieur développent une forme de stabilité dynamique. Elles ne sont pas insensibles à la douleur, mais elles s'en remettent plus rapidement car elles ne s'identifient pas pleinement à une émotion passagère. Robbins souligne que le leadership personnel commence par le leadership émotionnel, et que nul ne peut mener une vie extraordinaire de façon durable à partir d'un état intérieur médiocre. Le récit devient introspectif, montrant comment de nombreux conflits extérieurs sont le reflet d'états intérieurs mal gérés, et comment modifier son état peut apaiser les tensions sans changer immédiatement les circonstances. Cette leçon met également en lumière le rôle des rituels quotidiens comme ancrages émotionnels. De petites pratiques, répétées intentionnellement, créent des états de base qui renforcent la résilience et la lucidité, même lors des journées difficiles. Le narrateur maintient un ton ferme, nous rappelant qu'il ne s'agit pas d'être toujours positif, mais d'être attentif et maître de soi,
capable de choisir un état adapté à l'instant présent. Robbins suggère que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'éviter les émotions négatives, mais dans celui de ne pas s'y laisser piéger, d'utiliser l'émotion comme une source d'information plutôt que comme un élément déterminant de notre identité. À la fin de cette leçon, il apparaît clairement que l'éveil du géant intérieur implique d'assumer l'entière responsabilité de son état intérieur, car celui qui maîtrise son état maîtrise ses actions, et celui qui maîtrise ses actions, à terme, maîtrise le cours de sa vie, transformant l'expérience quotidienne en un terrain propice à une croissance consciente, à une force émotionnelle et à une véritable maîtrise de soi. La 7e leçon fondamentale conduit le récit au plus haut niveau d'influence humaine, les valeurs, le sens et la signification que l'on donne à son existence. Comme l'affirme Tony Robbins, une vie ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à la cohérence entre nos valeurs profondes et notre manière de vivre au quotidien. Le narrateur révèle comment nombre de personnes poursuivent des objectifs qui ne sont pas les leurs, guidés par des attentes extérieures, des comparaisons sociales ou des définitions héritées du succès, et comment ce décalage entre réussite et valeur engendre un sentiment persistant de vide, même au milieu de l'abondance. Robbins définit les valeurs comme les forces intérieures qui déterminent ce qui est important, ce qui est prioritaire et ce qui est sacrifié. Il montre que si chacun possède des valeurs, rares sont ceux qui les ont consciemment identifiées ou clairement hiérarchisées, vivant ainsi dans un conflit intérieur sans en comprendre la raison. Le récit devient profondément introspectif lorsqu'il montre comment des valeurs contradictoires comme le désir de liberté allié à la priorité absolue donnée à la sécurité, ou la recherche de l'épanouissement personnel allié à la crainte de l'inconfort, créent une tension émotionnelle constante et des décisions incohérentes, épuisant l'énergie vitale. Robbins ne présente pas les valeurs comme des idéaux abstraits, mais comme des critères pratiques guidant nos décisions concrètes, de la gestion de notre temps à notre réaction face à la douleur et au succès. Cette leçon révèle que lorsque les valeurs sont claires et alignées, la vie acquiert une cohérence sereine, les décisions difficiles deviennent plus simples, la discipline s'impose naturellement et la résilience se renforce car chaque action s'inscrit dans une perspective qui dépasse la simple gratification immédiate. Le narrateur décrit comment le sens de la vie émerge lorsque les valeurs s'intègrent à une vision qui transcende l'individu, car l'être humain n'est pas fait pour trouver une satisfaction durable uniquement dans le gain personnel, un sens profond naît de la contribution, de l'épanouissement et de l'impact que l'on a sur autrui. Robbins souligne que le sens de la vie ne se découvre pas toujours, il se construit souvent par des choix conscients qui mettent les talents, les passions et les valeurs au service d'une cause significative. Le récit explore comment une vie sans but tend à être remplie de distractions, d'urgences artificielles et de plaisirs éphémères, tandis qu'une vie guidée par un but tolère mieux la douleur, l'incertitude et l'effort, car chaque défi est interprété comme une étape d'un cheminement porteur de sens. Cette leçon aborde également la notion de bonheur superficiel, en la distinguant de l'épanouissement. Le bonheur est une émotion passagère, tandis que l'épanouissement est un état plus profond qui naît lorsqu'on vit en accord avec ses valeurs, même face aux difficultés. Le narrateur adopte un ton presque philosophique, soulignant que beaucoup s'attendent à ressentir une clarté d'esprit avant de s'engager dans un projet, alors qu'en réalité, cette clarté apparaît généralement après l'engagement, et non avant. Robbins suggère que définir ce qui compte vraiment et vivre en harmonie avec cela est l'un des moyens les plus puissants de révéler son potentiel, car cela réduit la dépendance à la validation extérieure et renforce l'autonomie. Le récit explore comment les valeurs agissent comme un point d'ancrage dans le chaos. Face à l'incertitude, savoir ce qui compte pour soi permet de choisir avec intégrité, même sans garantie. Cette leçon révèle qu'une vie épanouie n'est pas une vie sans problème, mais une vie où les problèmes ont un sens, où l'effort est justifié par quelque chose de valable. Robbins insiste sur le fait que le véritable succès n'est durable que lorsqu'il est aligné sur ses valeurs les plus profondes, car sinon, il se transforme en une course sans fin et sans satisfaction durable. Le narrateur observe comment, à ce niveau, l'éveil du potentiel qui sommeille en chacun de nous implique de redéfinir la réussite non comme une accumulation, mais comme l'expression authentique de nos valeurs dans nos actions quotidiennes. À la fin de cette leçon, il apparaît clairement que les valeurs et le sens de la vie ne sont pas de vaines considérations philosophiques, mais le moteur silencieux d'une existence guidée, profonde et riche de sens. Lorsqu'une personne choisit de vivre en accord avec ce qui compte vraiment, chaque décision, chaque émotion et chaque action trouve naturellement sa place, permettant ainsi au potentiel qui sommeille en nous non seulement de s'éveiller, mais aussi de cheminer avec une détermination inébranlable vers une vie pleinement épanouissante. La conclusion de ce récit n'est pas présentée comme une fin définitive, mais comme un point de transition, un seuil silencieux entre une vie vécue par inertie et une vie vécue avec intention.
Réveiller le géant qui est en vous n'est pas un recueil d'idées inspirantes à chérir, mais un appel constant à une action consciente et soutenue. Le narrateur revisite la tension initiale, ce sentiment diffus d'être destiné à plus, et la réinterprète à la lumière de tout ce qui s'est passé, montrant que ce malaise n'était jamais un défaut, mais le signe d'un potentiel inexploité. Au fil des leçons, il est apparu que le pouvoir personnel n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais une capacité qui se développe lorsqu'une personne décide de prendre le contrôle de ses décisions, d'examiner ses croyances, de reprogrammer ses associations entre douleur et plaisir, de redéfinir son identité, d'affiner son dialogue intérieur, de maîtriser ses émotions et d'aligner sa vie sur des valeurs et un but clair. Le récit adopte un ton introspectif et profond, démontrant que ces principes n'opèrent pas isolément, mais comme un système intégré qui, une fois activé consciemment, transforme non seulement les résultats extérieurs, mais aussi la qualité de l'expérience intérieure quotidienne. Le potentiel intérieur ne se révèle pas dans un moment d'euphorie, mais par une série de petits choix fermes, répétés même lorsque la motivation fluctue, car le véritable changement ne dépend pas de l'humeur, mais de l'engagement envers un idéal plus élevé. Le narrateur nous rappelle que la vie ne s'arrête pas pour attendre une clarté absolue, et que ceux qui mènent des vies extraordinaires ne sont pas ceux qui ont le moins peur, mais ceux qui ont appris à agir avec détermination même face à la peur. Cette conclusion ne promet pas une existence sans douleur, sans échec ni incertitude, elle offre quelque chose de plus réaliste et de plus puissant, la capacité de réagir à toutes circonstances avec maîtrise de soi, cohérence et sens. Rétrospectivement, la lutte initiale se métamorphose, elle n'est plus un sentiment d'impuissance, mais une invitation constante à choisir à nouveau, à réinterpréter, à se réajuster, à grandir. Le narrateur souligne que l'éveil de notre potentiel intérieur n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique quotidienne de la pleine conscience, une relation continue avec soi-même fondée sur une honnêteté radicale et une responsabilité personnelle. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à la distraction, à la réactivité et à la comparaison, ce message devient intemporel, la véritable liberté ne réside pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la gouvernance de notre monde intérieur avec clarté et détermination. Le récit s'adoucit en nous rappelant que chaque personne, quel que soit son passé, possède la capacité de redéfinir le sens de son histoire et de s'en servir comme moteur pour un avenir plus en accord avec ses valeurs les plus profondes. La fin n'impose pas de conclusion définitive, mais plutôt une question qui résonne au-delà des mots, si le pouvoir de décider, de croire, de ressentir et d'agir consciemment a toujours été à notre portée, quelle histoire choisissons-nous d'écrire à partir de maintenant? Dans ce silence final, où il n'y a pas de réponse automatique, le véritable travail commence, car le géant intérieur ne s'éveille pas pour impressionner le monde, mais pour vivre avec vérité, intention et plénitude, et ce choix, renouvelé chaque jour, est l'héritage le plus durable qu'une personne puisse construire.